Hey, salut à tous, c'est Pablo Mira et c'est le premier épisode de 168, le tout nouveau podcast que je lance. Pourquoi je lance un podcast? Parce que j'ai toujours 7 ans de retard sur tous mes projets. Et donc là, c'est le moment de lancer des podcasts. Pour info, j'ai découvert MySpace il y a 2 semaines. J'espère que vous allez bien. Tous les gens qui font des podcasts et des vidéos YouTube disent j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'espère vraiment que vous allez bien? À un premier niveau, non. À un deuxième niveau, oui. Parce que j'espère quand même que voilà, les gens sont un peu heureux. Je ne suis pas non plus un misanthrope de niveau 7. Pourquoi j'ai voulu lancer 168? Parce que j'avais envie de faire un truc. J'avais envie de trouver des vannes sur différents aspects. La société, ma vie, la polenta au cep, sans utiliser quelque chose que j'entends, qu'on me dit, que je lis quelque part dans la presse. Bref, j'avais envie juste d'avoir mon esprit confronté à ce même esprit. Inception. Donc c'est moi, tout seul, et 168. Pourquoi ça s'appelle 168? Parce que c'est exactement le nombre d'heures qui se sont écoulées. J'allais dire depuis le dernier épisode. Non, c'est le premier épisode. En tout cas, ça va traiter des 168 dernières heures qui se sont écoulées avant le moment où j'enregistre ce podcast. Donc il s'est passé des choses dans ma vie. Il s'est passé quoi? Déjà, il s'est passé la mise en place technique de ce podcast, l'enfer du câble, l'enfer du micro, le câble XLR. C'est un enfer, c'est un enfer. Quand on essaye de faire les choses soi-même, c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait les postes de ingénieur du son, technicien, bref, tous les gens qui ont des catogans, qu'ils étaient nécessaires. On est sur du personnel essentiel pour faire des podcasts ou ce genre de choses. Et ce qui s'est passé d'autre cette semaine, c'est que j'ai essayé, parce que je suis un peu teubé aussi, de débarquer la même semaine où je balance ce podcast, de débarquer sur Twitch, de proposer des choses. Et quand on veut débarquer sur Twitch et qu'on a simplement un CAP boulangerie, ce qui n'est pas mon cas, mais en termes de compétences de câble et d'électronique, c'est la même chose. C'est un enfer. Il y a toujours, il y a toujours un putain de câble qui manque. Femelle, mâle, transidentitaire, il manque toujours un adaptateur. Au moment où tu penses que tu as trouvé une solution à ton problème pour qu'on entende ta voix dans ton logiciel de montage, d'enregistrement sonore, il manque un câble. Il est quelque part. Et il est à l'autre bout de la ville où tu habites, voire du département, voire peut-être dans un autre espace de type Mercosur. Et j'ai passé une semaine à vivre un ascenseur émotionnel à propos de chaque composante technique qu'il me fallait pour enregistrer ce podcast. Il y a un moment donné, j'ai trouvé une solution. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Est-ce que je vous mens? Non, je ne vous mens pas. Quand j'ai trouvé une solution à un problème technique particulier, il y a eu de l'émotion. Bien plus que quand j'ai regardé la liste de Schindler. Et il y avait déjà beaucoup d'émotions devant ce film-là. La petite fille avec son manteau rose, on a tous versé une larme. Ouais. Et bien quand j'ai résolu ce problème technique, je vous assure, sur ma vie de ma daronne, qui n'est déjà plus de ce monde. Si, elle est de ce monde, ça se fait pas de dire qu'elle est plus de ce monde. Et ben, je vous jure qu'à ce moment-là, où le problème a été résolu, j'ai été un enfant de 3 ans. Psychologiquement, je veux dire, parce que physiquement, c'est déjà le cas. Mais psychologiquement, il y avait l'effervescence d'un enfant qui arrive à mettre le cube dans le carré. C'était fabuleux. Voilà, donc bref, en tout cas, ce podcast, je le lance. Je vais essayer d'avoir pendant ce podcast de faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et donc, je suis pas sûr d'y arriver. Et vous me jugez pas, ok? Vous êtes qui pour me juger? Juge d'instruction. Je vais essayer d'avoir le ton le plus sincère possible. Parce que dans tous les trucs que j'ai fait jusque-là, ça pouvait être France Inter, Quotidien, Les Grosses Têtes, RTL, En 2-2, bref, tout ce que j'ai fait. Évidemment, quand je dis quelque chose, je le pense, mais il y a toujours un petit filtre, le filtre du personnage, le filtre de ça se fait à la télé, on est en bande, le filtre du format de l'émission même, est-ce qu'il faut parler vite, est-ce qu'il faut parler lentement, bref, il y a toujours un truc qui fait que ça twiste un tout petit peu ton vrai caractère, enfin vrai caractère c'est compliqué, mais en tout cas le caractère que tu as au naturel. Et ben moi là pour ce podcast, j'ai envie, et je vous le promets, non, mais je promets rien du tout, vous êtes fous ou quoi, j'ai aucun honneur, croyez jamais à ma parole,
je vais essayer, vraiment, je dis essayer parce que c'est dur, d'être le plus sincère possible, hein, vis-à-vis de ce que je pense des sujets que je vais évoquer, que ce soit personnel, des sujets sociétaux. J'ai horreur des gens qui disent sociétaux, ok? Faut juste dire sociaux. Sociétaux, c'est juste pour se faire genre, ouais, j'ai une L3 en sociologie à Paris 10, ouais. Non, bref, je vais essayer d'être le plus sincère possible. Et par exemple, le premier sujet sur lequel je vais essayer d'être sincère avec vous, c'est le sujet de la paternité. Pourquoi ne m'interrompez pas? C'est pénible. Je vais pas pouvoir se terminer ce podcast. Non, plus sérieusement, j'ai atteint ce niveau, j'ai 35 ans. Au moment où je vous parle, j'ai 35 ans, hein. D'un point de vue abdominal, voilà, j'ai plus 52 ans, ça c'est un véritable problème. Mais j'ai 35 ans et j'entre officiellement, là, depuis moins d'une semaine, donc, puisque je vous parle, dans cette phase-là où je ressens une pression sociale quant au fait de faire un enfant. Pourquoi? Écoutez-moi, je ressens cette pression. Parce que j'ai un de mes amis qui a quelques années de moins que moi, 2, 3, et qui vient d'avoir son enfant. Alors, il va me dire, oui, mais on a tous des amis qui ont des enfants, Pablo. Et tu sous. C'est pas faux. Non, c'est particulier, car cet ami, c'était quasiment le dernier de mes amis à ne pas avoir d'enfant. Et en plus, il avait toujours un discours en mode ouais, non, j'ai pas envie d'enfant, non, je sais pas si j'ai envie de devenir père. Et puis le lendemain, il m'annonce que sa meuf est déjà enceinte de 7 mois. Trahison. Et donc, ça me fait un truc. Que ce pote-là, lui en particulier, il est enfin un enfant. Parce que c'était un peu genre le plus réfractaire, quoi. Et bah maintenant, j'ai l'impression d'être une merde humaine. C'est-à-dire d'être un espèce de monstre social qui est incapable de s'insérer dans la société, dans le parcours social de base qui est couple, acheter un appart, acheter un chien, louer un appart dans un chien ou l'inversement, et ensuite avoir un enfant, le crédit, tout ça. Et ben déjà, moi, j'ai pas de crédit, hein. Voilà, je suis toujours locataire, hein. Ouais, parce que voilà, j'ai peur de la propriété. Ouais, je suis marxiste. Et alors, il y a quoi? J'oublie qu'il n'y a personne en face de moi, toujours. Et bah non, et bah j'ai ça, plus le fait qu'ils deviennent pères, j'ai vraiment l'impression d'être une merde humaine. Et je me dis, et c'est la première fois que je me dis, il faudrait que je fasse un enfant pour essayer de ne pas être le Quasimodo familial, social du groupe de mes amis. Et je crois que c'est une très très mauvaise raison de faire des enfants. Ça, et faire des enfants pour qu'ils portent des petits objets, les enfants. Ça, c'est les deux pires raisons pour faire des enfants. Alors, je vous cache pas que je sens que je vais pas résister longtemps. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, je sens que ça s'effrite. Il y a 2-3 ans encore, j'étais là, ouais, non, les enfants, je veux pas, quelle planète, on va leur laisser. Non, ça, je crois que c'est le pire argument pour pas avoir d'enfants, dire, quelle planète, on va leur laisser. Je crois que vraiment, c'est l'argument le plus hypocrite pour justifier le fait de ne pas faire d'enfant. Autant dire vraiment non, juste, j'ai pas envie d'enfant parce que je sens que ça va me niquer ma carrière, parce que j'ai envie toujours de me mettre des grosses races, parce que j'ai envie de pouvoir m'endormir à n'importe quelle heure et de pas avoir de compte à rendre. Et puis c'est moi qui m'intéresse d'abord. J'ai pas envie de penser à un autre être en priorité par rapport à moi. Ça, à la rigueur, c'est une excuse honnête. Elle est égoïste, mais elle est honnête, quoi. Et bah, c'était un peu mon cas. Moi, si j'ai pas de gosse encore, je pense que c'est que j'ai cette peur-là que un gosse me vampirise tout mon temps, toute mon énergie, toute ma créativité, et que après, j'arrive plus à être performant, productif. Voilà, j'ai un peu peur de ce truc-là. Alors, d'où ça vient? Ça vient de l'enfance. Parce que quand j'ai été gamin, j'ai été violé par une trottinette. Et non! Écoutez-moi, je sais, j'ai aucune idée d'où ça vient. Mais il y a un problème quelque part. Ça, il faudra que j'en parle à la psy, hein, quand j'aurai évidemment les moyens de me payer une séance de plus. C'est la crise! Vous n'avez pas suivi le fait que c'est la crise? Les files d'étudiants qui demandent des coquillettes?
Vous m'aurez vu le C. Bref, je sais pas quoi dire à propos de ce truc. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je suis pas bien. Et que je commence à être pas bien. Et qu'il y a de la pression. Hein. Et qu'en plus, je sens que Mamour, c'est le prénom de la nana avec qui je partage ma vie, elle est adorable. Et ben, je sens que Mamour, elle va vouloir des enfants. Hein. Alors elle a raison. Hein, parce que son utérus est extrêmement fertile. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire à un moment? Je vais dire oui, hein, parce que ça va lui faire plaisir. Et puis, puisque je vais avoir 47 ans et que je vais être toujours locataire et sans enfant. Donc, à un moment, je vais vouloir ne pas être un espèce d'éléphant man de la société. Donc, je vais dire oui. Et je vais me dégoûter. Et je vais sombrer dans la dépression. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un podcast sur la dépression. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Hein, je crois que je vais essayer de faire des enfants pour essayer de diversifier mon offre de podcast. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie cette semaine, dans ces 168 heures qui se sont écoulées depuis une semaine? Il s'est passé quelque chose d'extrêmement particulier. Je suis allé voir un ophtalmo. Est-ce que j'avais des petits problèmes de yeux? Ça frétillait. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent cette série, j'avais l'œil du prof qui est dans Daria, qui avait un gros œil qui grossissait comme ça et qui frétillait. Donc je me suis dit, Pablo, attention, tu as peut-être un nerf optique qui est en train de se prendre des coups de taser à ton insu. J'y suis allé. Bon, le gars m'a annoncé déjà que j'étais astigmate et hypermétrope. Hein, c'est-à-dire que visage pas parallèle. Mais le truc le plus étrange, c'est que je suis tombé sur un ophtalmo complotiste. Et ça, je l'ai vu à peu près au bout de 3 secondes en rentrant dans le cabinet. Puisque je rentre dans le cabinet, j'ouvre la porte et j'entends « Non mais il faut regarder la vidéo sur les vaccins parce que cette connasse, elle dit que des conneries. » Bon, déjà, ça met le ton, ça pose les bases. Hein, voilà. À partir de là, on peut commencer à créer une belle relation. Et donc, je rentre. Bam, consultation, je dis que je viens le voir pour les yeux, et il n'en a pas grand chose à foutre de mes yeux. Alors il fait les tests et tout ça, mais très vite il me dit attendez, parce que je vais vous prescrire quand même quelque chose rapport au Covid, mais alors attention, je ne vais pas vous prescrire un vaccin, hein, parce que le vaccin il change le génome. Hein, et si vous voulez pas ressembler à je ne sais qui, hein, si vous voulez pas ressembler à une chèvre trisomique, eh ben vous prenez pas de vaccin. Et donc il me fait un truc et ensuite il embraye. Il embraye sur Hold Up, les médecins, Olivier Véran. Et après, il me raconte aussi, et là on a passé un cap, c'est-à-dire qu'on est plus juste dans l'ophtalmo complotiste, on est dans l'ophtalmo raciste. Il m'a dit, c'est une folie. Putain. Il me dit oui, mais ça je peux pas le dire dans les médias. Il me parlait du vaccin et c'est comme cette fois où j'ai partagé une caricature à propos des sans-papiers et tout ça. Et j'ai dit tiens, une caricature à propos des sans-papiers. Et il me montre la caricature et on était un peu sur une caricature un peu xénophobe quand même. Et là moi je venais juste au fait pour savoir ce qui se passait dans mon œil, tu vois. Et je voulais pas savoir qu'il était raciste. Et là j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait ouais d'accord. Et je suis parti. Euh, il m'a épuisé. Et c'est très très compliqué, et c'est extrêmement compliqué de contredire un expert de santé sur un sujet qui n'a aucun rapport avec le sujet sur lequel tu viens le voir, et d'essayer de le recentrer. Moi j'ai essayé de le recadrer, hein. Il me disait ouais mais vous savez quand même ils nous prennent tout notre boulot. Et j'ai dit oui d'accord, mais ma rétine, elle a quelle forme? Elle est ovale ou elle est circonflexe? Et là, il restait sur l'immigration. Et là, moi, j'essayais vraiment de le recadrer. Non, mais les yeux. Et ça a été extrêmement pénible. Et après, je suis sorti de là, j'ai fait une petite recherche sur Google et j'ai vu qu'il avait un petit, voilà, il avait un petit passif, quoi. Il était connu sur les réseaux sociaux, hein, comme étant l'ophtalmo blanc, quoi. Il avait une petite historique internet, comme on dit. Bref, c'est extrêmement pénible d'être pris en otage par un ophtalmo complotiste et raciste, mais visiblement extrêmement compétent sur tout ce qui était ophtalmologie. C'est-à-dire qu'il m'a dit très très vite, il m'a montré, c'était hyper efficace. Et là, je pose la question. J'ouvre le débat, qui n'est pas un débat parce que vous ne pouvez pas répondre. Essayez de répondre, allez-y, dites quelque chose au micro. Et je ne vous entends pas. Vous voyez, c'est compliqué d'échanger dans ces conditions. Non, écoutez-moi, il y a visiblement une corrélation. Je n'ai pas dit une causalité, j'ai dit une corrélation entre la compétence ophtalmologique et le complotisme. Alors, est-ce que plus on est compétent sur l'œil, la rétine, l'iris, plus on est complotiste? Voilà, j'ouvre ce non-débat, évidemment. Tiens, j'en profite, excusez-moi. Ophtalmo,
Ophtalmo, yeux, lunettes, il va falloir qu'on parle des opticiens à un moment donné. Là, ça va faire partie des gros dossiers qu'il va falloir qu'on ouvre dans les prochaines années. On va oublier l'immigration, on va oublier le plein emploi, le chômage, le Covid. On va juste parler des opticiens. L'argent que ça coûte, une monture de lunettes. Est-ce que vraiment une lunette, ça vaut techniquement 250 balles? Je pose la question. Évidemment qu'il y a des lunettes qui coûtent 30 balles, hein, mais elles sont en polystyrène. Et ça, on n'en veut pas. Non, parce que je suis allé chez un opticien pour voir combien ça coûtait des lunettes. Parce qu'il m'en faut, parce que je vois plus rien. Là, je suis devant mon écran, je saigne des yeux là quand je vous parle. L'opticien, il y a une marge, je pense, qui est de l'ordre de 6000%. Je pense que c'est là. Les gens qui ont créé les marges financières chez les opticiens, c'est les mêmes personnes qui ont créé les marges financières pour tout ce qui est maquillage, hein. Parce qu'une bébé crème ou un fond de teint, je pense qu'en prix de fabrication, ça coûte pas 75 euros. Ça coûte pas 75 euros. Et ben les lunettes, je pense que c'est pareil. Je pense qu'on est sur un truc qui doit coûter 3,80 € de fabrication. Je m'imagine une petite usine de fabrication au Bangladesh. Voilà, les gens exploités. Waouh, au voyage, ouais, c'est beau. Non, j'imagine qu'il y a une marge de fils de pute, comme on dit dans le langage de Business School of Management of Grenoble. Il va falloir qu'on parle de ça. Alors oui, il y a des remboursements, la Sécu, la MUT, tout ça. Mais là, c'est pas possible, hein. Est-ce qu'un verre, ça coûte 108 € à faire? Je sais pas. Vous m'écrivez. Vous m'envoyez des mails, vous me dites oui, attention, Pablo, ça coûte quand même machin. Et je lirai pas vos mails. Parce que j'ai pas le temps. Et puis parce que je vois plus rien. Parce que je suis aveugle en fait. Bref, passons le volet optique de ma vie. Tiens, on va rester dans l'idée de tout ce qui se voit et tout ça. Je me suis rendu compte cette semaine, pendant ces 168 dernières heures, et c'est un petit deuil, hein. Je vous cache pas que c'est quelque chose qui... Putain. Ah, vous voulez que je chiale au fait? Vous voulez de l'émotion? Vous voulez de l'émotion, c'est ça que vous voulez? Vous voulez le tombeau des Lucioles? Non, plus sérieusement, je voulais vous parler de la télévision. Les gens disent la télévision est en train de mourir. Alors, moi, je pense pas qu'elle soit en train de mourir d'un point de vue économique, d'un point de vue audience, d'un point de vue quantité de contenu qu'on crée. Non, je pense que ça va continuer à vivre, comme la radio. Après, je pense que économiquement, ça va chier. Je pense que dans 10 ans, il y aura plus que des émissions qui coûtent 200 € à faire. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à la télé. Alors que je regarde plus la télé, je regarde plus. Je suis sur du replay, voilà. Replay de tout ce qui est film à caractère, voilà quoi, tout ça, tout ce qui est Glory Hall. Non, bref, j'ai regardé quelques émissions de télé. Et la pauvreté, la tristesse de cette télé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de format, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de création. Quand c'est des nouveaux formats qui sont un peu créatifs, c'est des trucs qui ont été achetés en Israël, en Amérique, au Liban, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal. J'ai eu 16 sur 20 au bac de géographie. Voilà, je tenais à le dire. Non, plus sérieusement, écoutez-moi, vous n'êtes pas attentif aujourd'hui. Non, je suis extrêmement triste parce que la télé, j'aime encore beaucoup ça. Je crois que je suis un des derniers, hein. Je suis un des derniers humoristes aux alentours de 30, allez, 25, 40 ans, on va dire, qui aiment encore la télé parce on peut faire des belles choses. Moi, la télé, j'ai fait quoi? J'ai fait le Grand Journal, j'ai fait Quotidien, et ben je me suis amusé. On pouvait faire encore des belles choses. Et là, je suis en train de regarder, déjà d'un point de vue humour, il n'y a plus rien. Il y a quasi plus rien à la télé. C'est-à-dire, il y a un truc dans le Quotidien, un truc chez Baba qui est toujours, bon, bah, un peu nul à chier, comme on dit dans le métier. Non, mais il y a vraiment quasi plus rien en humour. Et puis, en info, en magazine, en émission de conseil, genre tout devient cheap et c'est un enfer visuel. Les gens quand ils se parlent pas comme dans la vraie vie. Les décors ils deviennent dégueulasses, ça devient un espèce de YouTube un tout petit peu mieux. Et genre ce qui était cool, parce que YouTube a pris sa place, YouTube a fait des super trucs, ça a permis à plein de gens de créer des formats, de s'exprimer, de parler de sujets qui les intéressaient et dont on parlait pas à la télé, donc ça c'était cool. Mais ce qui était bien avec la télé, c'est qu'on pouvait encore faire quelque chose.
On pouvait encore faire des émissions un peu, voilà, on mettait 120 000 dollars, tu vois, je compte en dollars parce qu'en fait je suis à moitié apache. On pouvait mettre on pouvait mettre 120 000 dollars dans une émission, et puis on gâchait de l'argent comme ça, c'était beau. Et puis il y avait des grands plateaux, il y avait 1000 caméras, il y avait 1000 lumières, c'est-à-dire qu'on avait un vrai truc. On avait un vrai truc, c'était le Chanel ou le Dior ou le Yves Saint Laurent du programme audiovisuel. Et là, genre, tout est en train de devenir moyen comme ça. Et la télé est en train de perdre un peu son prestige. Alors, il y a encore quelques émissions, tu vois, où ils mettent de la thune, genre The Voice, Incroyable Talent, tu vois, tous ces gros prime time où ça met de la thune. Mais le reste, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je ferme les yeux et je m'imagine une émission avec Cyril Ferraud, avec un décor en carton-pâte et un logo cheap. Et j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Non. Je suis épuisé. Je pense que je suis à 120. Attendez, je vérifie. Ouais, ok, c'est ça. Sagittaire, ascendant balance. Ok. Non, bref, tout ça pour vous dire, je sais pas quoi en penser de ce truc-là. Je sais pas. Je crois que pour moi, en vrai, la télé devrait jouer vraiment la contre-programmation par rapport à YouTube, au web, à la SVOD. C'est-à-dire, genre, juste mettre vraiment énormément de blé et jouer le prestige, quoi. Jouer les contenus que tous les autres trucs ne peuvent pas produire. Parce que YouTube pourra jamais, jamais, c'est un peu fort comme mot, mais genre, c'est pas tout de suite que YouTube pourra produire des émissions comme on en voit encore à la télé. Et donc, genre, faut pas les lâcher, ces émissions. Et c'est très bien parce que sur YouTube, on ait des choses qui soient, on va dire, un peu plus modestes en fabrication. Mais genre, il faut pas que la télé perde ce, sa marque, quoi, sa valeur ajoutée de faire des trucs de ouf. Parce que c'est nul. Et qu'en plus, YouTube va prendre ce pli-là. Les gens de YouTube, comme l'économie marche bien, et qu'ils ont de plus en plus de thunes, ils vont faire des émissions de plus en plus chiadées. Il suffit de regarder par exemple genre le QG de Guillaume Play là, qui est sur YouTube et qui est produit par Webedia. Bon bah c'est cool. C'est cool, elle est bien cette émission, et elle est mieux produite que juste des youtubeurs dans leur chambre et tout ça, quoi. Et je crois que c'est la tendance qui est en train de prendre YouTube, et c'est pour ça la télé, c'est débile, mais c'est débile de se diriger vers des contenus qui ressemblent à des contenus web, alors que les contenus web se dirigent vers de la télé. Bref, c'était ma gueulante. Il n'y a aucune vanne dans ce que je viens de dire. Et je suis extrêmement déçu par ma propre attitude. J'avais envie de faire des vannes. Hein. Bon, allez, je vous fais un peu de mime en échange. Allez. Hop là. Muret. Et ça, c'est une canne à pêche. Et ouais, la force du mouvement, l'école du geste, les amis. Oh mon Dieu, je sais pas quoi. J'ai l'impression d'être un vieil aigri, ça c'est horrible. Hein. Vous savez, j'ai 35 ans. Et j'ai l'impression d'être bloqué dans un entre-deux bizarre. Il y a un vrai truc générationnel, moi, c'est un écartèlement générationnel que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que les plus vieux, moi, me fatiguent. Les vieux conservateurs, les vieux réactionnaires, ils me fatiguent quand je les écoute. Et en même temps, je sens que je suis pas complètement en adéquation avec toute la frange générationnelle la plus jeune, et j'ai l'impression d'être un espèce de métis générationnel et de pas trouver ma place, de être chez moi ni chez les très vieux, ni chez les très jeunes, et genre et les gens de mon âge, je sens pas que ça forme une vraie communauté autour de cet âge-là. Bref, je suis un espèce de vieil aigri, mais qui s'habille encore en Uniqlo jeune, qui est un spécimen très rare. Hein. On est 17, je crois, en région Île-de-France, quoi. Tout ce qui est autoroute du soleil, au fait. Bref, j'allais dire écrivez-moi pour me dire non, j'ai pas envie que vous m'écriviez sur ce sujet, j'en ai marre. Vous allez m'écouter parler. Hein. Et si vous êtes encore là, quand je suis en train de parler de ça, vous avez du mérite. Hein, parce que je sais pas à combien de minutes de podcast on est. Mais voilà, moi je vous dis que j'aurais raccroché depuis la 12e seconde. J'ai aucune idée de combien de secondes on est. Ah, je comprends rien au logiciel de montage. Je comprends rien, putain. Ça fait partie des autres choses que j'ai essayé d'appréhender cette saison. Hein. J'essaye cette saison, vous savez.
j'essaye de devenir un peu plus indépendant. Il y a un côté artisanal qui est en train de s'amorcer pour 2021. De toute façon, tout le monde est en train de faire de l'artisanal. Et ça, on va en parler juste après. Mais, euh, mais c'est un peu ce que j'essaye de faire, d'essayer de vous proposer quelque chose de sympa, de ludique, de facétieux, voilà, de la gaudriole, quoi. Un peu artisanal. C'est-à-dire que là, bah, voilà, je vous parle, il n'y a pas de fioriture, il y a pas 40 000 trucs chiadés. On est à l'opposé de la télé que j'ai pu faire, ou même de la radio, qui est vachement bien habillée, d'essayer de vous proposer des choses genre simples, authentiques, Charlie, évidemment, respectueuse de l'environnement. Non, mais d'essayer de ne pas prendre trop de détours, pas trop de fioritures, de dorures, de moulures au plafond de mon discours. Putain, c'est beau. Sur les métaphores, je vous gâte aujourd'hui. Hein. Vous repartez avec ça et un cornet de frites. Je sais pas pourquoi je parle de nourriture belge. Tiens, d'ailleurs, putain, je trouve ça. Je fais juste une digression qui va probablement durer 7 ans. Hein, donc on a le temps. C'est quoi cette tendance de dire que les frites sont belges? Genre, des frites, c'est des frites. Tout le monde fait des frites. Les kebabs font des frites, les ricains font des frites, les pays scandinaves font des frites, les Espagnols font des frites. Genre, tout le monde fait des frites. Est-ce qu'il y a vraiment une particularité belge à la frite? Est-ce que ça a vraiment été créé en Belgique? Je pose la question. Et c'est pas du complotisme. Je remets pas en cause la version officielle. Hein. Tout ce que je dis, c'est que l'avion, hein, il a pas percuté la frite. Mon Dieu, putain. Les complotistes, qu'est-ce qu'on va faire de vous si vous m'écoutez? Je vous juge pas. Allez, vous savez quoi? Vous avez le droit d'écouter aussi. Il est hors de question que je vous barre l'entrée de ce podcast, tout ça parce que vous pensez que l'avion il n'est pas rentré dans le Pentagone et que dans le vaccin il y a de la 5G. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Je suis pas là pour vous juger. Donc vous payez. Hein. D'ailleurs, pourquoi ce podcast n'est pas payant? J'en ai marre de faire des choses gratuitement. J'en ai marre, putain. Hein, tu m'étonnes. Je devrais faire comme Jarry. Hein, je devrais tout facturer. Bref, allez. De quoi on va parler? Oui, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de ce truc-là. Alors, je vais l'amorcer avec TikTok, mais il y a une autre tendance derrière. Il va falloir qu'on parle de TikTok, les amis. TikTok, je m'y suis inscrit il y a 1 an. Un peu avant le confinement. Je suis venu avant le confinement, j'étais en avance. Et j'y suis pas arrivé. J'ai regardé l'interface, j'y arrivais pas. Ça me parlait pas, il y avait que de la musique, machin, j'y arrivais pas. Je l'ai laissé de côté. Ensuite, un ami à moi qui s'appelle David Castello Lopez, il a sorti un hit, sans trop le vouloir, sur TikTok, et il a cartonné. Mais genre vraiment les chiffres d'audience c'était fou, les chiffres de likes, machin et tout, c'était fou. Bon là je me suis dit ok, il se passe un truc sur TikTok en termes de viralité et tout, je vais regarder un petit peu. Et genre les chiffres étaient fous, et donc je me suis dit oh là attends, et là j'ai senti le gisement de pétrole d'audience et de notoriété. Je me suis dit Pablo, il y a peut-être un truc à faire sur TikTok. Je m'y suis remis, j'ai un peu charbonné, j'ai un peu essayé de proposer des choses qui ont plus ou moins marché. Et j'ai lâché au bout d'un moment, j'ai lâché au bout de 3 semaines. Parce que déjà c'est du boulot en soi de proposer quelque chose. Et surtout, parce que j'ai l'impression que dessus, en ce moment, il n'y a que des culs et des cons. Des culs et des cons. Non, mais c'est vrai, j'ai un problème. Alors est-ce que c'est parce que l'algorithme me remonte que ça? Mais j'ai l'impression que l'immense majorité de ce que TikTok propose, et encore je mets des parenthèses parce que c'est peut-être ce que l'algorithme me propose en priorité, donc dans ce cas-là il faut que je me pose des questions sur mes centres d'intérêt. Ce sont des culs, plus ou moins jeunes, ça c'est un autre débat, et des gens qui font des choses vraiment teubées. C'est la seule chose que ça propose. Et moi, vous me connaissez, si vous me connaissez, vous me connaissez si vous me connaissez, j'ai du mal à proposer des choses qui soient du vide. J'aime toujours quand il y a un peu un propos, hein, quand on prend une position sur un sujet, sur un aspect de la vie. Et j'ai du mal avec ce qui est juste du divertissement pur. Même si des fois, genre, je le respecte parce qu'il est bien produit et qu'il est bien fait. Par exemple, en télé, bon, vendredi tout est permis, c'est pas ma cam. J'ai jamais regardé, je pense que je regarderai jamais, mais je respecte ça en tant que format bien produit, un peu chiadé, les performances des gens qui y sont. Et bah TikTok c'est pareil, j'ai l'impression que c'est du VTEP, vendredi tout est permis, mais pour tout le monde quoi. C'est que des espèces de performances
teubée, sans autre but que d'être un peu divertissante. Et il y a quelques gens, je mets encore un peu quelques nuances, il y a des gens qui proposent du propos, mais il n'y a pas grand monde. Et il y a des gens qui proposent des choses avec de l'information, mais il n'y a pas grand monde aussi. Et après, moi, le problème que j'ai avec ça, le problème fondamental, c'est que, comme c'est fait pour tout le monde, le niveau, j'allais dire, de production de ce que les gens proposent est genre terriblement bas. Trop bas, les amis, trop bas. Et là encore, il y a des exceptions. Il y a un mec que je suis qui fait des chorés et par-dessus, il repasse en post-prod et il rajoute des effets de néon, des effets glow, machin, pour en gros illustrer ses chorégraphies. Et c'est mortel. Et il y a des gens qui se font chier, genre Jason Derulo, Will Smith. Il y a des gens qui se font chier à faire des vidéos qui sont originales, bien pensées, bien exécutées. Mais la majorité des gens, c'est à chier de ouf. Et moi, le problème que j'ai, c'est qu'il y a des vidéos qui sont à chier de ouf et qui récoltent une quantité de likes et de commentaires, mais genre astronomique. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça sur un réseau social. C'est-à-dire que même sur Instagram ou Snap, il y avait des gens qui proposaient un contenu qui était genre pas très intelligent, il n'y avait pas de propos, genre une Instagrammeuse qui pose son cul à Dubaï en cambrant un petit peu pour bien faire son cul en étant à genoux sur une plage et qui récoltait genre 1 million de likes et genre 300 000 commentaires. Et bah, même ça c'était travaillé, c'est-à-dire que la nana passait 3 heures à prendre la pose avec le bon angle, à retoucher la photo de ouf, à mettre 14 000 filtres, à le poster au bon moment. Et c'était du vide, et c'était du mensonge sur l'image qu'elle vendait, mais c'était travaillé. Et ça récoltait quelque part les fruits mérités et justifiés de son travail. Là, il y a un truc avec TikTok qui est fou, qui est que tu peux avoir un trisomique obèse qui twerk et qui récolte 3 millions de vues, 50 000 likes. Elle existe vraiment cette vidéo. Et elle est folle. Et il y a un nombre de commentaires fou. Et je crois qu'avec TikTok, il y a une espèce de décorrélation entre le mérite et la notoriété. Ce qu'il n'y avait pas sur les autres réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, je mets aussi YouTube. Et je vais mettre Twitch aussi, même si ce n'est pas techniquement un réseau social. Mais voilà, les gros comptes qui marchent sur Instagram, sur Twitch, les plus gros comptes, et ben c'est les gens qui bossent le plus. Et genre Cristiano Ronaldo, qui doit être peut-être le plus gros compte d'Instagram, ou Ariana Grande, ou que sais-je, et ben genre, c'est un peu mérité le fait qu'ils aient genre 230 millions d'abonnés. Et là, il y a des gens sur TikTok, ils sont là depuis 1 an, ils dansent moyennement, ils sont moyennement bien gaulés, moyennement drôles, genre tout est très moyen, et ça a 10, 15, 20 millions d'abonnés, 100 millions d'abonnés. Charlie D'Amelio, plus de 100 millions d'abonnés. Et elle danse pas très bien. Et son énergie, elle est pas folle. Et elle me fatigue. Et ce réseau social, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors ma meuf me dit que c'est parce que les chiffres sont truqués, parce que c'est les Chinois. Et elle me dit, et quand je fais la voix, je dis, mais je comprends pas les chiffres. Elle me dit, mais attends, mon con, t'es en train de croire les chiffres? C'est les Chinois, mon gars. Ils ont mitonné sur les chiffres du Covid et tu crois qu'ils nous mitonnent pas sur les chiffres de TikTok? Elle a sûrement raison. Elle a souvent raison. Hein. Sauf la plupart du temps. Bref, il y a un truc de fou sur TikTok qui est en train de se passer. Et c'est pas le problème de l'amateurisme, parce que l'amateurisme, il me dérange pas. J'aime l'amateurisme de Twitch, par exemple. Je l'adore. J'aime bien cet aspect radio libre. Chacun est dans son coin, propose un petit peu sa voix. Il y a genre 50 000 personnes à chaque instant qui proposent des contenus différents, à l'arrache, pas très bien cadrés, pas très bien filmés, avec des gros temps morts. J'aime bien cet amateurisme de Twitch. Mais l'amateurisme de TikTok, moi, ce qui me pose problème dans cet amateurisme, c'est il récolte une notoriété qui est pour moi qui est pas méritée, et qu'il y a un truc
qui va pas. Et le problème, c'est que comme les chiffres sont en train de devenir fous sur TikTok, que ce soit le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de commentaires, tout est fou. Et ben les gens y vont parce qu'ils se disent non, ils se disent aussi évidemment quelque chose derrière, mais l'énergie principale c'est ça. Non, ils se disent bah, TikTok, visiblement, on peut devenir célèbre en étant moyen. Et ben je vais y aller parce que j'ai envie de mes 15 secondes de gloire et qu'on n'est même plus sur 15 minutes. On n'est même plus sur le quart d'heure de gloire de Andy Warhol. On est juste sur 15 secondes à l'arrache. Et je crois que ça a commencé avec ce mec. Non, ça a dû commencer avant. Mais pour moi, il y a eu un point de bascule symbolique avec ce mec qui allait au boulot en skate, avec du jus de canneberge, là, de cranberry, avec la musique de Fleetwood Mac. Et ça a fait 5 millions de vues ou 5 millions de likes, je sais plus. Et le mec est devenu une star juste pour être allé au boulot en skate. Et bref. Et ce qui m'énerve le plus en plus sur TikTok, c'est les gens qui sont déjà des artistes, qui sont des bons artistes et qui débarquent sur TikTok et qui sont infiniment moins bons sur TikTok que dans la vraie vie parce que c'est cheap et qu'ils revoient leur art et leur performance à la baisse. Et je citerai pas de nom, mais Gad Elmaleh par exemple. Putain, le mec est. Je rentre même pas dans le débat plagiat ou pas plagiat. Le mec, quand il est sur scène, il est là, il a de l'énergie, il a le sens du rythme, il peut jouer plein de choses différentes. Le mec est quand même un très bon performeur. Et genre sur scène, il déchire. Et je parle même pas du texte ou machin, mais il déchire en performance. Et tu le vois faire ses trucs sur TikTok et c'est à chier. Et c'est à chier. Bref, je suis en colère. Mais je suis content. Je suis en colère, mais je suis content parce que je vous dis des choses que j'ai jamais pu dire jusque-là, quelque part, dans ce que je faisais, que ce soit sur Quotidien, France Inter, RTL. Et je peux vous le dire, et vraiment, ça fait un peu du bien. Ça fait vraiment du bien de dire ce qu'on a sur le cœur. J'aurais dû faire ce podcast depuis bien longtemps, même si j'aurais dû arrêter cet épisode depuis bien longtemps aussi. J'adore l'eau. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. Putain, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Tiens, bah ça s'est passé ces 168 dernières heures. Et ça, je l'ai entendu hier. Et c'est vrai. Sur 2 sujets, en tout cas. On s'est foutu de la gueule de Jean-Claude Van Damme pendant des années. Parce que le mec savait pas s'exprimer et qu'il n'y avait aucune cohérence dans son propos. En tout cas, dans la structure. Et il y a 20 ans, je crois, il décrivait un truc sur un plateau de télé, je crois que c'était chez Ardisson, tout le monde en parle, ou autre chose, je sais plus. Et il décrivait l'avenir de la télé, de la façon de consommer des films. Et c'est vrai que dans ce qu'il décrivait il y a 20-25 ans, ça ressemblait à la SVOD, ça ressemblait à Netflix ou à Prime ou à ce genre de choses. Et là, l'autre point, c'est sur sa vidéo que tout le monde connaît, que j'ai imité là, qui est où il boit de l'eau, il défonce une bouteille d'eau dans sa salle de sport, il la défonce et après il dit j'adore l'eau. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. Et on s'est tous foutus de sa gueule sur cette vidéo. Et on est en train de se rendre compte que l'eau est en train de devenir une ressource qui se raréfie et est tellement rare qu'il y a des mecs qui commencent à spéculer dessus et que c'est en train de devenir une forme d'action dans des bourses, des stock markets, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, en fait, je pense qu'il faudrait revoir toutes les interviews de Jean-Claude Van Damme, toutes, et de se dire, bon, ok, d'accord, ce truc-là, il nous le dit très mal, mais qu'est-ce qu'il nous dit concrètement au fond? Et genre, le fond, on va partir du fait que c'est vrai. Et on oublie le fait que le mec soit un peu hystérique, qu'il ne sache pas gérer ses émotions. Et on va juste prendre son propos et on va partir du fait que ça va être vrai d'ici 5 ou 20 ans. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire. On a été trop injuste avec Jean-Claude Van Damme. On a été trop injuste. Ouais, Universal Soldier, putain, il me manque ce film. Bref, je sais pas depuis combien de temps ça fait que ce podcast est commencé. Il faut que je regarde. Ça va faire... j'en ai aucune idée. Ça va faire 40 minutes. Je sais pas, est-ce que ça a été trop long, trop court? Tiens, là, pour le coup, je demande vraiment votre avis. Vous m'écrivez
vous m'écrivez. Je vais vous donner un mail. Tiens, le mail, je vous le donne. C'est pm@pablomira.com. Le mec est narcissique. Il a son prénom et son nom dans l'adresse mail. pm@pablomira.com. Et vous m'écrivez pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast d'un point de vue technique. Est-ce qu'on m'entend trop? Est-ce qu'il y a de la reverb? Est-ce qu'on entend mon parquet qui claque? Est-ce qu'on entend les feuilles un peu trop? Et puis aussi, on va parler du fond. Vous me dites si ma pensée est trop déstructurée et qu'on dirait le podcast de Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un podcast prophétique. Est-ce qu'il est trop court? Est-ce qu'il est trop long? Je veux des retours. Je vais essayer de m'améliorer. C'est le premier épisode. Bref, je crois qu'on s'est tout dit. Vous savez à peu près tout ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières heures, ces 168 dernières heures. On se voit la semaine prochaine. Je vais essayer de diffuser ce podcast tous les lundis. Il est enregistré pour info le dimanche soir à 18h pile. Là, il est 18h42 au moment où je vous parle. Je vais essayer d'être rigoureux et de vraiment faire ce podcast tous les dimanches à 18h pour qu'il y ait exactement 168 heures qui se soient écoulées entre chaque épisode. Je vous fais des bisous. Besos, comme on dit en langage patanegra. Je vous aime, alors dans la limite des stocks disponibles, mais en tout cas merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode. Portez-vous bien, bon sang. Ouais.